Agis, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions et introspections autour des méthodes, des techniques, des outils et plein d'autres choses. Et je suis Julien Deray, comme toujours accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va, Pierre ? Ça va super, merci Julien. Petite note pour ceux qui n'ont pas la vidéo, Julien s'est coupé les cheveux, ça faisait plusieurs années qu'il les laissait pousser, donc voilà. Eh oui, ils avaient pris le contrôle, il fallait arrêter, couper le mal à la racine. Aujourd'hui, on va vous partager nos réflexions, surtout mes réflexions pour être honnête, autour du full remote. Comme on l'expliquait dans l'épisode d'avant, le but de ce podcast c'était vraiment de reprendre nos discussions avec Pierre et puis qu'on discute, qu'on échange sur notre quotidien et sur nos réflexions, nos états d'âme et du coup on va du coup parler peut-être un peu moins d'agilité cette fois-là, mais comme notre invité du mois prochain me soufflait dans l'oreille l'autre jour, tout est un peu lié, donc bon, même si on parle leadership, management, finalement l'agilité est toujours au coin de la rue. Finalement c'est les mêmes concepts avec des noms différents, mais on se rend compte que c'est toujours un peu la même chose, donc voilà, peut-être un peu moins d'agilité aujourd'hui, mais voilà, le full remote et comment on s'organise autour de ça en termes au niveau d'une équipe, mais aussi au niveau d'une organisation, d'une entreprise. J'ai eu pas mal de breakthrough, d'épiphanie récemment autour de tout ça. Après, ça reste quand même lié parce que ça reste de l'organisation. Parce que voilà, comme on organise des bureaux, comme on organise des équipes dans un bureau, il y a aussi, et je trouve même encore plus d'organisation en remote que dans un bureau. Parce que pour un meeting, on fait, allez les gars, conference room, 20 minutes à la The Office. Mais non, justement, quand c'est en remote, c'est plus compliqué parce qu'il faut être sûr que les gens soient là, disponibles, qu'il n'y ait pas une autre chose de prévu. Donc, pour moi, ça rentre en plein dedans. Exactement, et j'aime beaucoup justement comment les méthodes agiles rentrent finalement et l'espèce de discipline que vient avec les méthodes agiles et tout ça, comment ça rentre dans le contexte du full remote, justement parce que le remote demande au final plus d'organisation et finalement quand on a des bonnes habitudes en amont, généralement c'est un peu plus facile de s'y mettre. Bref, avant de partir dans les graviers, je suis le programme, donc on vous parlera de quelques outils de l'épisode et comme d'habitude on va revenir sur le principe agile du mois de mai. Pour rappel, chaque épisode, à chaque mois, on sort un principe du manifeste agile et on s'interroge sur l'application qu'on en fait ou pas. Le principe agile du mois de mai, je l'ai sorti en français et en anglais parce que je le connais bien en anglais et je me suis rendu compte qu'une fois n'est pas coutume, la traduction est pas extrêmement la même. Donc je vous la fais en français. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a aucun sens. J'avais pas compris ça. En anglais, je voulais la faire en anglais et puis on vous explique. Et en anglais, c'est Simplicity, the art of maximizing the amount of work not done is essential. Et donc, je trouve que vraiment, tu vois, la traduction littérale, c'est l'art de maximiser la quantité de travail non faite et pas de minimiser la quantité de travail inutile. Et ça a l'air de vouloir dire la même chose, mais je trouve pas, tu vois, parce que c'est pas vraiment du travail inutile, c'est juste du travail pas fait, quoi. C'est genre, la façon dont je le lis, du coup, ça veut dire, en gros, si tu regardes la loi de Pareto, ça veut dire, focalise-toi sur les 20%, quoi, qui rapporteront 80% de la valeur. C'est la partie de la traduction, je trouve, qui est vraiment mal faite, c'est parce que même de travail inutile, à aucun moment en anglais, il parle de travail inutile, il parle de travail qui n'a pas été effectué. Et à mon avis, je pense qu'ils ont voulu la faire succincte, donc ils ont utilisé inutile, mais je trouve vraiment que la traduction française est mauvaise ici, parce qu'on parle pas de travail inutile au sens qui ne sert à rien ou qui n'a pas de valeur, on parle littéralement de travail qui n'est pas fait du tout. Qu'il ait ou non de la valeur, il est simplement pas fait. Donc c'est ça qui est un peu étrange dans la traduction. Ouais. Mais justement, j'aime bien le côté anglais, le côté un peu punchline, tu vois, un peu jusqu'au boutiste de amount of
work not done, quoi. C'est genre, parce qu'à chaque fois que j'amène ça dans une conversation au boulot et que je dis il faut maximiser la quantité de travail non fait, ça a toujours son petit effet. Mais au moins, c'est straight to the point, quoi. Les gens, ils comprennent direct où tu veux en venir, quoi. Et ouais, donc alors, qu'est-ce que ça t'inspire, Pierre? Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques dans la vie de tous les jours? J'essaye. Du moins, du côté engineering, je le pousse. Du côté produit, j'essaye de leur inculquer justement ce principe-là qui se rapproche un peu du lean, mais le lean, c'est pas tout à fait ça. Parce que le lean, c'est quand même l'idée d'essayer de faire le minimum possible, mais on parle pas vraiment de ne pas le faire du tout. Et c'est ça la différence. Il y a une phrase que j'adore. Je sais pas si c'est une citation de quelqu'un, mais c'est une que je réutilise souvent. La meilleure ligne de code, c'est celle en fait qu'on n'a jamais écrite ou qu'on n'écrira jamais, ça dépend comment on veut le formuler. Et pour moi, en fait, c'est vraiment le principe c'est le principe de ce principe. C'est vraiment l'idée de dire, en fait, on gagne du temps en ne faisant rien. Ça, c'est pas nouveau. Je pense que on parle de ce principe-là. Quand on fait pas quelque chose, du coup, on gagne ce temps de pas l'avoir fait. Et c'est exactement ce même principe-là. Il faut toujours se demander, et j'aime bien poser cette question-là à chaque fois qu'il y a des gens qui disent, ouais, on a besoin de ça. Et je pose la question souvent durant ces meetings-là en disant, et si on le faisait pas? Et je leur retourne la question en fait, et je leur dis, qu'est-ce qui se passe si on le fait pas? Quelle est la pire chose qui pourrait se passer si ça on le faisait tout simplement pas? Et dans, on va dire, une fois sur deux, les gens se disent, ah bah oui, c'est vrai. Ah bah si on l'a pas, ça fait, ah bah non, ça c'est bon. Et au final, on dégage une user story ou en gros une feature qui aurait pu être mise en place purement parce que les gens se disaient ça pourrait être bien, oui, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et c'est ça la question. Et du coup, en jeu se posant la question, qu'est-ce qui se passerait si elle y était pas? Et si les gens sont pas capables de justifier, et dans ces cas-là, il y a 90% de chances qu'on n'en ait pas besoin. Et donc c'est une des manières que je trouve assez simple de réussir à réduire le scope d'une fonctionnalité ou même de quoi que ce soit, parce que là évidemment je parle au niveau du boulot, mais dans à peu près tout, dès le moment où on peut se dire et si je le faisais pas, qu'est-ce qui se passe? Et s'il n'y a pas de conséquences graves ou même s'il n'y a pas de conséquences du tout, c'est une raison de plus pour pas le faire, je trouve. C'est un peu la phrase qu'utilise Dwight dans The Office quand il utilise l'exemple en se disant je me demande toujours, est-ce qu'un idiot ferait cette chose-là? Si la réponse est oui, alors je ne le fais pas. C'est un peu la même logique, on retourne la question. Qu'est-ce qui se passe si je le fais pas? Rien, alors autant pas le faire. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée où on dit toujours que les développeurs, les très bons développeurs, sont souvent des fainéants, au sens où je pense que c'est ce principe-là qui est appliqué. Bon, c'est un peu en dérision là, mais c'est l'idée de dire s'il y a quelque chose que je peux ne pas faire ou l'automatiser, mais dans le cas de ne pas le faire, autant pas le faire parce que ça me fait gagner du temps. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire toi autour de celle-là? Enfin, j'ai argumenté autour de la phrase que j'ai sortie, mais c'est vraiment, je pense, c'est celle qui reflète le mieux en se disant vraiment, voilà, ça va jusqu'au bout, au point d'une ligne de code, parce que j'ai parlé des features et tout ça, mais même au niveau d'une ligne de code, si on peut s'en passer, vaut mieux s'en passer, parce que ça veut dire moins de tests, moins de choses à lire, donc ça peut être moins de documentation, moins d'exécution, moins de tout. Hein. C'est clair qu'on gagne toujours à ne pas faire les choses. Bon, en tout cas, faire le minimum, évidemment. C'est ça. On s'entend. Mais moi, c'est mon principe agile préféré. C'est mon petit préféré, celui-là. Ne jugez pas, j'en ai un préféré, c'est celui-là. C'est vraiment celui sur lequel je reviens tout le temps. Il fonctionne partout. Il fonctionne partout, dans tous les cas. Et dans tous les contextes, tu vois. Dans le cadre d'un projet tech, on le retrouve partout, tu vois. Le backlog, l'idée d'avoir un backlog qui est priorisé avec des estimations pour Scrum, etc. L'idée c'est vraiment ça, quoi. C'est que tout ce qui tombe, tout ce qui sync, tout ce qui reste dans le fond du backlog, tout ce qui plonge, tout ce qui coule au fond du backlog, c'est les trucs qui sont gros, lourds et inutiles. Normalement c'est ça la théorie, quoi. Et donc au fur et à mesure ça décante et puis voilà, et ça distille. Et c'est pareil pour ça marche aussi dans Kanban, tu vois, avec les WIP limits. Finalement les WIP te forcent un peu à si tant est que tous tes morceaux de projet aient la même taille, les WIP limits t'aident un petit peu à trier le grain de livret, quoi. Mais moi ça m'inspire beaucoup dans la vie de tous les jours, en fait. C'est un truc vraiment, c'est un concept qui m'a débloqué beaucoup de chakras à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser
à l'organisation personnelle et notamment à GTD pour Getting Things Done. Et du coup, je me suis intéressé à la matrice d'Eisenhower. C'est cette matrice qui dit voilà, si c'est important, urgent, et du coup, en fonction de là, en gros, ça a un espèce de cadran qui dit déléguer, supprimer, le faire tout de suite ou le repousser à plus tard ou quelque chose comme ça. Et dans cette matrice d'Eisenhower, ça dit si un truc n'est pas urgent et pas important, ne le faites pas. Et à l'époque, je venais de monter ma boîte, je pouvais pas beaucoup déléguer, même si on dit quand t'as ta boîte faut déléguer. Oui, bon, quand tu commences t'es tout seul. Tu délègues à toi-même. Mais tu délègues à toi-même. Mais du coup, ça n'aide pas beaucoup. Mais du coup, je pouvais pas beaucoup déléguer. Mais bon, je pouvais repousser, je pouvais faire direct quand c'était urgent et important ou urgent et important. Mais du coup, quand je me suis autorisé à ne pas faire les trucs qui n'étaient pas urgents et pas importants, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de problème en fait. Et c'est marrant, quand je donne cette conférence sur l'organisation personnelle justement, et que je dis à l'audience, le faites pas, vous verrez, essayez, vous vous rendrez compte, tout le monde s'en fout. Personne ne remarquera que vous ne l'avez pas fait. Et du coup, personne ne vous en voudra parce que ça ne servait à rien. C'était pas urgent, c'était pas important. Et du coup, ça a fait marrer les gens, mais je trouve que c'est assez puissant, quoi. Et à chaque fois que j'y repense, à chaque fois que je m'autorise à le faire, en fait, ça va, quoi. Et puis, si vraiment un jour ça devient urgent et ou important, ça remontera dans le backlog. Mais toujours repousser, toujours remettre les choses à plus tard. Si c'est pas urgent, et que c'est pas assez important pour que vous ayez le temps de le mettre dans votre agenda, repoussez jusqu'à ce que ce soit urgent et important. Donc voilà, maximiser la quantité de travail non faite, c'est vraiment pour moi c'est la clé de la productivité, quoi. À point de vue individuel et point de vue équipe. Ouais. Je peux être que d'accord avec ça. Allons sur le sujet principal. Attention. Alors, ça a demandé une petite intro de ma part. Je vais vous raconter ma vie pendant 5 minutes et puis ensuite on va pouvoir échanger un peu avec Pierre. C'est ça, storytelling. En gros, j'ai commencé à me demander si on se serait pas un peu trompé sur le full remote. Il me semble qu'il y a ça devait être un de nos premiers épisodes. Il y a genre 5-6 épisodes. On a dû faire un épisode sur le full remote, donc sur le télétravail. Donc point de vue définition, on va se mettre d'accord tout de suite. Donc, ce que j'entends par mon anglicisme, encore une fois, comme d'habitude, désolé pour les anglicismes, on travaille tous les deux en anglais toute la journée. Mais full remote, ce que j'entends par full remote, c'est quand le télétravail est le mode de travail par défaut. Avec des collaborateurs dispersés pour moi dans plusieurs pays, pour Pierre dans le même pays, mais quand même, où c'est plus tout à fait vrai. On a ouvert au Portugal et en Allemagne. On avait déjà des bureaux à Singapour et Hong Kong, mais c'était uniquement pour les commerciaux. Maintenant, on a aussi des ingénieurs et plein d'autres spécialités. 3 pays, ça avance. Voilà. Donc voilà. Donc dans nos 2 cas, c'était travail et le mode par défaut. Pour toi aussi? Ouais. J'expliquerai après, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Pour nous à Swissborg, si vous êtes embauché à Swissborg, vous êtes en télétravail par défaut. Si vous voulez passer dans un bureau, faire coucou, ou si comme moi vous avez la chance d'habiter pas loin d'un des bureaux, vous pouvez y aller si vous voulez. Si vous voulez rester chez vous, vous avez le droit de rester chez vous, et ainsi de suite. Et donc du coup, l'idée que ce soit le mode de travail par défaut, ça a évidemment pas mal d'implications. Et du coup, il y a quelques mois, on était assez... je ne me rappelle plus exactement si on se faisait avocat du diable ou pas, mais en tout cas, on discutait et on se disait, ouais, c'est quand même pas mal foutu, quoi. C'est quand même pas mal. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Et je ne me rappelle plus exactement si on parlait des inconvénients, sûrement un petit peu, mais du coup, récemment, il s'est passé pas mal de trucs. Alors déjà, en début d'année, j'ai déménagé au Portugal, et à Lisbonne en particulier. Et à Lisbonne, on a un bureau à Swissborg. Je me suis retrouvé sans connexion internet pendant pas mal de temps.
Et du coup, je suis allé au bureau pour pouvoir travailler. Et du coup, je me suis retrouvé plongé quelques années en arrière, à devoir aller tous les jours au bureau. Ça va, c'est à 5 minutes à pied, c'est cool, mais devoir aller au bureau tous les jours, quoi, pour pouvoir bosser, quoi. Genre vraiment dans le truc vraiment de base d'une situation dans laquelle j'avais pas été depuis des années, parce que au pire, même quand on était à Arthos avant, le télétravail c'était pas la norme, mais bon voilà, si un jour t'es malade ou que je sais pas, t'as le plombier qui doit passer ou quoi, tu peux rester chez toi, donc t'as internet, c'est cool. Là j'avais pas internet chez moi, donc j'étais vraiment littéralement forcé d'aller au bureau pour pouvoir faire mon métier, quoi. Et donc vraiment, genre j'ai jamais vécu ça en fait. Et donc c'était assez marrant. Et du coup, en fait, au bout de quelques mois, ça a pris plusieurs mois, au bout de quelques mois, je me suis vraiment rendu compte que j'avais accès à un niveau d'information. C'est pas vraiment, enfin, si, c'est un niveau d'information, mais je vais m'expliquer. Mais j'avais accès à de la sérendipité, en fait. La sérendipité, c'est le fait de trouver une idée quand on cherche pas l'idée. Exactement. Voilà. Très bien résumé, Pierre. Et donc la sérendipité, plutôt trouver une solution quand on n'est pas activement en train de chercher la solution, c'est plutôt ça. Et donc la sérendipité, donc c'est un truc, c'est quelque chose que normalement on recherche dans les startups, c'est quelque chose qu'on va rechercher avec l'idée de l'open space par exemple. Les gens, voilà, ils vont se croiser, ils vont prendre un café ensemble. Ah bah tiens, machin, je t'ai pas dit et tout, tu sais pas quoi, et tac, et tac, tac, tac. Et comme ça, des trucs des patterns vont émerger comme ça. Et du coup, il se trouve que dans les bureaux de Lisbonne, il n'y a pas d'ingénieur. Je suis le seul ingé. Et je suis le seul de l'équipe ingénierie. Et sinon, on a un peu de tout, mais c'est pas mal des agents de support, des agents de paiement, des agents pour le KYC, compliance, etc. Donc, c'est des gens avec qui je travaille d'habitude pas du tout. Quand je travaille en télétravail, je les croise jamais, ils sont jamais dans une réunion avec moi. On est vraiment quasiment à deux bouts opposés de l'entreprise, quoi. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que parfois j'entends un truc, et du coup je vais les corriger, ou parfois ils entendent un truc et ils viennent me corriger. Mais finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est quand on va boire des coups ensemble. Parce que finalement, la journée, on est tous vissés sur notre ordi, on bosse, on a chacun des trucs à faire, on prend pas forcément de café ensemble, on n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Et généralement, moi je suis en réunion de toute façon toute la journée, donc j'ai pas vraiment que je sois chez moi ou pas, ça change rien. Et c'était toujours mon argument supportif pour faire du télétravail, c'était un peu ça, quoi. C'est que bon, que je le fasse chez moi ou pas, dans tous les cas, je suis dans ma bulle avec mon casque toute la journée. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va avoir des coups. Parce que quand on va avoir des coups, on parle un peu boulot, et là, par contre, on échange nos idées. On échange nos idées sur le management, on échange nos idées sur leadership, sur comment organiser les équipes, sur la communication, sur comment résoudre des problèmes. Et ça m'est arrivé quand même pas mal de fois, dans des situations totalement random, d'entendre dire tiens, tel truc, ce serait intéressant. Ou genre, je vais prendre un exemple concret. On a embauché des ingénieurs en sécurité. Jour 1, je fais une réunion avec eux, parce qu'il se trouve qu'ils sont dans l'équipe. Et ils me disent on aimerait bien comprendre un peu comment ça se passe, le process de KYC, etc. Pour au moins, même d'un point de vue sécurité des données, savoir quel est le flow, comment est-ce que nos agents ils gèrent les données de nos utilisateurs, c'est quoi leur day-to-day, quoi, quels outils ils utilisent, etc. Et comme ça, peut-être qu'on peut détecter des failles de sécurité, tu vois, sans aller jusqu'à aller comprendre quel protocole de chiffrement on utilise dans le fin fond des lignes de code. Déjà comprendre qu'est-ce qu'on fait de la donnée et qui a accès à quoi, comment, etc., quoi. Et du coup, il se trouvait que 2 jours avant, j'avais bu des coups avec notamment une KYC agent qui a travaillé dans des bien plus grosses boîtes que Swissborg avant, et qui du coup me disait c'est marrant parce que du coup avant j'avais vu telle procédure et tout, et à Swissborg c'est plutôt comme ci comme ça, etc. Et du coup je lui ai dit attends, tu sais quoi, je te mets en relation avec telle personne. Et du coup j'ai pu quand même comme ça créer un lien que sans aller au bureau j'aurais jamais pu créer, quoi. Et ce lien il était cool parce que je l'ai pas relié à un random security engineer avec un random KYC agent. J'ai relié 2 personnes qui avaient vraiment des choses à dire, quoi. Et qui étaient vraiment intéressés par ce lien en particulier. Et ça, c'est le genre de truc
qui n'arrive pas quand tu es tout le temps derrière ton bureau, quoi. Oui, carrément. Du coup, c'est alors juste pour donner expliquer comment nous ça fonctionne, que c'est un petit peu différent. En fait, on a donc les bureaux ont toujours été à Londres et en fait c'est uniquement à travers le Covid qu'on a été forcé de partir en remote. Et du coup, en fait, on en a profité comme un avantage. Et c'est pour ça que du coup, on a ouvert à Berlin, à Lisbonne, à Porto aussi. Du coup, il n'y a pas d'office à Porto tout de suite, mais on peut embaucher des gens en Allemagne et au Portugal en plus du Royaume-Uni. Et la différence, c'est qu'en fait, ça dépend du département et de la fonction dans laquelle tu es par rapport au jour et au type de travail. Donc, par exemple, pour les sales, ils doivent être présents 3 jours sur 5 dans les bureaux. Parce que ils doivent passer des appels, ils sont tous ensemble. Il y a un peu cette idée de tous les salesmen dans l'open space, qui passent des coups de fil et ainsi de suite. Ils doivent être dans les bureaux, donc 3 jours par semaine. Donc, par exemple, on n'a pas de sales ni au Portugal ni en Allemagne pour l'instant. Mais pour les ingénieurs, évidemment, comme on a maintenant des ingénieurs au Royaume-Uni, en Allemagne et au Portugal, on part du principe que tout le monde est remote et que pour ceux qui veulent, comme toi, on peut accéder à un bureau qui est un bureau GetGround où on peut aller, Pour le coup, et c'est là où c'est intéressant, c'est que donc là où tu as relié 2 personnes, en fait, nous, on a déjà ce principe-là, mais du coup, c'est pas de manière naturelle, c'est de manière artificielle. C'est-à-dire un peu donc à la star des squads de Spotify. L'idée, ça a été vraiment de dire, on va rassembler des personnes de plusieurs, on va pas juste mettre les ingénieurs d'un côté, les ops d'un côté, le product d'un côté. On va vraiment essayer de faire en sorte que les gens se rapprochent ensemble. Et l'idée vraiment donc de ça, c'est vraiment ce qu'on a. Donc par exemple dans ma squad, on a un designer, on a des ingénieurs, on a aussi des gens qui sont directement des ops, que ce soit du côté comme tu as dit, KYC, onboarding, company incorporation, donc des choses comme ça. Et ça va vraiment être ça qui va permettre d'avoir plusieurs points de vue et d'amener plusieurs choses. Et donc nous, le système fonctionne à peu près. Je trouve qu'il fonctionne même bien pour l'instant. Mais on a toujours cette différence en fonction de quel travail tu fais, tu vas être ou pas amené à être en full remote ou pas. Et donc, on a un peu ce système qui est hybride, mais sans vraiment être hybride parce que ça dépend de qui et quoi tu fais dans l'entreprise. Et donc c'est pour ça que nous, ça a été essayé donc tous les quarters, donc tous les 3 mois, on va rassembler tout le monde à un endroit. Donc par exemple là dès la semaine prochaine, on a le jeudi, vendredi, donc on a tout le monde qui est invité à venir. Donc pour ceux qui peuvent pas ou ne veulent pas, évidemment c'est à leur discrétion, mais c'est plutôt de gens qui ne peuvent pas plus qu'ils ne veulent pas. Et donc là on sera tous à Londres et il y a 2 jours qui ont été prévus juste pour que toute l'équipe se retrouve. Donc on aura un peu de speech, un peu d'activité ensemble, mais surtout en fait simplement pour passer du temps fun ensemble. Et ça rejoint le point que tu dis au niveau du coup d'aller au pub, c'est vraiment genre du coup autour d'une bière ou enfin d'une boisson et d'une discussion que je pense qu'il y a des choses qui vont émerger. Donc je ferai un petit aparté sur le prochain podcast, pas le mois prochain parce qu'on a un invité, mais sûrement donc du coup dans 2 mois pour parler un peu. Puis ce sera aussi ma fin de quarter, donc je pourrais faire écho à ça. Mais donc je ramènerai ces choses-là. Mais en tout cas, pour l'instant, nous on a pareil, c'est un peu les 2 côtés. La chose vraiment qui nous manque du bureau, et c'est vraiment ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est vraiment la sérendipité, c'est-à-dire le fait d'entendre ce qui se passe et de vraiment pouvoir dire ok, j'ai entendu ça m'a l'air d'être important et tout ça. Après, mon point de vue là-dessus, c'est oui, on perd la sérendipité et en même temps, je trouve que j'ai jamais eu autant d'informations que depuis que je suis en remote. Parce que dans le bureau, il y a un meeting qui se passe, la porte est fermée, on sait pas forcément ce qui se passe, on n'entend pas tout. Comme les gens étaient présents, il y a pas forcément de notes qui sont prises. Là, du coup, il va y avoir des notes, il va y avoir des rapports, il va y avoir des choses comme ça qui vont être partagées et tout le monde y a accès. C'est-à-dire que là, on s'est retrouvé. Alors, je veux pas donner un exemple erroné, mais c'est quasiment au point où le même exemple, il y a eu quelque chose qui a été discuté, qui était vraiment juste les ingénieurs. Et pour une raison que j'ignore, il y a un ops, donc un opérateur, qui s'est retrouvé à lire le report et qui a dit ça c'est pas bon en fait. Et on a beau avoir les ingénieurs, les produits, les designers, enfin plein de monde qui a potassé dessus et qui a réfléchi, il fallait que ce soit un ops qui trouve une chose qui n'allait pas fonctionner et comme de fait. Et donc voilà, mais à nouveau, là où dans un bureau, je pense jamais que les ops auraient été amenés à avoir ne serait-ce qu'un pouillème d'informations là-dessus, là c'était le cas parce que les documents sont partagés de manière ouverte et il s'est avéré que cet ops a lu et a trouvé du coup une chose qui allait pas. Donc pour moi c'est un peu un trade-off, c'est-à-dire d'un côté oui il y a moins de sérendipité, ça je suis d'accord, mais de l'autre côté il y a un niveau d'information disponible. Alors qui à nouveau il y a un drawback, enfin un désavantage qui est d'avoir trop d'informations, mais en tout cas si quelqu'un veut l'information elle est là, elle est disponible. Donc voilà, pour moi c'est un peu c'est un peu ce qui balance d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire pour moi le trade-off de la sérendipité c'est pour plus d'informations qui sont plus ouverte en fait à plus de personnes dans l'entreprise. Donc
Donc voilà, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. J'en suis un petit peu revenu après mes différentes sidérations, de me dire super idée, attends, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Notamment, tu vois, il y a un truc que ça m'a poussé à mettre en place. C'est pas encore en place, mais ça va venir, je pense. En tout cas, ça m'a donné l'idée de le faire. C'est de créer des liens entre les équipes. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, les agents et les développeurs. Aujourd'hui, la seule façon dans laquelle ils interagissent, c'est quand il y a un problème. Quand il y a un bug qui est reporté ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a assez peu d'empathie entre ces deux groupes. Et dans un sens comme dans l'autre. Et en plus, il n'y a pas de... Tu vois, à chaque fois qu'ils communiquent sur un problème qu'il faut résoudre maintenant. Tu vois. On n'a pas vraiment trop de processus qui permettent de faire des itérations sur le process en lui-même. Tu vois. Il n'y a pas de rétro entre les agents et les devs. Et du coup, ce que j'ai bien envie de faire, et je sais en prenant une bière justement avec un collègue agent il n'y a pas longtemps, qu'on s'est dit, mais attends, mais il faudrait trop qu'on fasse ça. Enfin, nous, la discussion qu'on a là, elle est hyper riche. Pourquoi est-ce que on pousserait pas les autres à avoir ces discussions-là? Donc du coup, je pense qu'on va faire 2 équipes de volontaires chez les devs et chez les agents, et on va les faire des pairs, et on va leur demander, comme report line manager, on va leur demander de faire des one-on-one régulièrement, tu vois, genre, je sais pas, une demi-heure toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça, tu vois, qui crée une relation. Et je me rends compte, c'est marrant parce que je continue mon super bouquin, là, Team of Teams, et il parle exactement de ça, de créer des liens entre les équipes de façon à ce que, une fois que tu as commencé à tisser des liens avec une personne, même si c'est une équipe avec laquelle tu n'as aucune interaction, le jour où tu as besoin d'eux, ou le jour où tu as une question, tu sais avec qui demander. Et en fait, ça personnifie toute l'équipe finalement. Juste de connaître une seule personne dans cette équipe, ça la personnifie complètement, ça rend toute l'équipe plus humaine, je trouve, et plus accessible. Parce que finalement, ton cerveau, il va juste il va juste faire une armée de clones avec la seule personne que tu connais, mais c'est pas grave. Oui. C'est mieux que de les voir tous comme des inconnus. Oui. Donc ouais, ça va peut-être aider au moins les gens à discuter à un autre niveau. Ça va peut-être aider, forcer un petit peu cette sérendipité. Et aussi, ce que je me rends compte, c'est que quand je vais au bureau, j'ai quand même très peu de breakthrough comme ça. C'est vraiment quand on sort le vendredi soir avec mes collègues que là on discute, on échange vraiment. Donc je reste convaincu que le bureau, à chaque fois tout le monde est sur son truc et tout, et voilà, on est tous dans le day-to-day, quoi. Donc moi de mon côté, j'aime autant rester chez moi. Mais par contre, je loupe jamais une occasion de sortir avec mes collègues, que ce soit voir un meet-up ou une conférence, une table ronde ou quoi que ce soit, tant que derrière on peut passer un peu de temps ensemble et discuter à un autre niveau, plutôt que de juste rentrer dans une réunion avec déjà un agenda, avec un output, avec le chronomètre qui défile et tout. C'est cool de faire des meetings qui sont efficaces, mais voilà, pouvoir un peu prendre le temps. Et ça j'ai du mal à l'émuler, tu vois. Si j'étais resté à Londres ou si j'habitais dans le fin fond de l'Andalousie et que j'étais juste en remote, c'est vrai que c'est un peu difficile, quoi. T'as beau mettre en place un club d'échecs, un club de lecture, etc. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de solution, mais je continue à me creuser la tête là-dessus. Du coup, c'est juste comme ça, histoire de en 2 minutes, ce serait quoi, grosso modo, ce que tu verrais comme fonctionnant le mieux de ce que tu as vu maintenant depuis quelques années À quel niveau ? Au niveau du coup de l'organisation, est-ce que du coup tu ferais du full remote ? Est-ce que tu ferais du remote localisé du coup ? Parce que ça pourrait être un peu l'idée, ou est-ce que... je reste convaincu que le full remote c'est le top. Je pense que tu vois, on parle beaucoup en termes d'efficacité d'entreprise, mais on oublie que c'est pas la seule métrique qui est importante. Et je trouve que quand tu vois le nombre de gens quittent leur boulot quand on leur demande de revenir au bureau de façon obligatoire, quand tu regardes tous les sondages qui sont faits depuis que la mode a vraiment commencé avec la pandémie,
Quand tu regardes le bien-être au travail, etc., et le fait qu'il y ait quand même beaucoup de gens, alors d'accord, il y a des gens qui vont dire oui, non, moi je préfère être tout le temps avec des collègues, etc. Soit il en faut pour tous les goûts. Mais globalement, il y a quand même une majorité de gens qui cherchent à avoir au moins 2-3 jours chez eux par semaine, quoi. Et donc je trouve que peut-être que le modèle hybride ça plaira un peu à tout le monde, mais en fait je trouve que le modèle full comme ça, où de toute façon tu vas forcément avoir des gens dans ta ville, passer une certaine taille d'entreprise. Si tu habites dans une grande ville, tu as quand même des chances qu'il y ait des gens dans ta ville qui travaillent dans l'entreprise, et du coup rien ne vous empêche d'aller boire un coup le vendredi soir, tu vois. C'est un peu ce que je suis en train de dire, quoi. Je trouve qu'aller dans les bureaux, finalement, ça résout pas beaucoup de problèmes. Mais par contre, ça crée un peu l'illusion que ça suffit. Alors que quand tu es vraiment full remote, full, si tu veux vraiment... En fait, tu peux pas trouver les mêmes solutions au même problème, tu vois. Tu peux pas réussir à vraiment émuler ça. Il faut juste trouver d'autres façons de faire. Donc c'est un peu ce à quoi je suis en train de réfléchir en ce moment, tu vois. Mais comme tu disais, tu vas faire des retraites régulièrement, créer de la transparence à fond, organiser l'information. Tu vois, GitLab, je prends toujours leur exemple, mais ils font ça hyper bien, quoi. Déjà publiquement, ils ont énormément de choses qui sont accessibles, mais en plus en interne, c'est de la folie, quoi. Les mecs, ils partagent tout. Ouais. Et en plus, ils organisent la connaissance, quoi, de façon à ce qu'il y ait beaucoup de choses de documentées, et qu'en plus, il y a un accès, il y a une connaissance, que les gens sachent ce qui est documenté et où c'est documenté. Et c'est là que c'est très fort. Nous, dans l'équipe ingénierie, on vient juste d'embaucher un technical writer qui va nous aider justement à organiser la formation. Et comment elle est transmise en interne et en externe, mais aussi juste l'organiser en général, quoi. Une sorte de documentaliste. Oui, un peu. Parce qu'on s'est rendu compte que si on veut vraiment aller plus loin, il nous faut plus d'asynchrone. Et si on veut plus d'asynchrone efficace, il nous faut une bonne gestion de l'information, quoi. Donc voilà, moi je reste convaincu que le full remote, c'est hyper... Il y a beaucoup de bénéfices. Après, voilà, faut pas s'arrêter sur les problèmes que ça génère, parce que ça génère d'autres problèmes et ça génère d'autres bénéfices, tu vois. C'est facile de voir ça de façon très binaire, mais en fait c'est juste que c'est deux méthodes de travail différentes, je trouve. C'est beaucoup de nuances, hein. Enfin, comme tu disais, donc du coup au final, juste pour close cette parenthèse là, donc toi tu verrais un modèle où du coup c'est full remote, mais grosse incitation pour aller boire un coup le vendredi soir avec les collègues. Ouais, exactement. Grosso modo. c'est exactement ça, c'est très bien résumé. Grosse incitation, mais c'est un truc qu'on commence à essayer de faire, tu vois, essayer de pousser, tu vois, comme on a eu le retour d'expérience de Cédric il y a quelques épisodes, tu vois, où ils se sont dit, tiens, vas-y, on va kickstart ce projet, voilà, on loue une villa ensemble et puis on bosse dessus pendant une semaine. Ouais. Moi, j'ai bien envie de pousser les gens à dire, voilà, maintenant qu'on travaille en squad, justement, c'est plutôt des petites équipes. Pourquoi est-ce qu'on peut pas se retrouver à l'épicentre, un peu au milieu de tout le monde, et puis passer 3-4 jours ensemble et kickstarter un projet, aller à des conférences de développeurs, peut-être mettre des gens ensemble, enfin, je sais pas, trouver des bonnes opportunités d'aller passer du quality time ensemble, je trouve. En fait, c'est plus ça, c'est plutôt que de passer H24 dans le même bureau avec des gens, alors que finalement c'est pareil, quoi. La plupart des gens, tu vas même pas leur parler, juste avoir peut-être un peu moins de temps, mais par contre faire en sorte que ce soit du temps qui soit vraiment pour ça, quoi. Là, tu parlais de faire une retraite avec GetGround tout à l'heure. Nous, c'est pareil, on fait des retraites au moins 2 fois par an avec toute l'entreprise. Donc il y a quelques mois, on s'est retrouvés à tous à Lisbonne, on était plus de 150. C'était un vrai... j'allais dire un vrai bazar, mais non, en fait c'était hyper bien organisé. Capharnaüm. Non, c'était hyper bien organisé, mais c'est vrai que par contre ça demande de l'organisation, quoi. Mais du coup c'est cool parce qu'en fait tout était fait pendant 3 jours pour que on discute. Tu vois, il n'y avait pas de réunion, machin et tout. Il y a eu une journée, on l'a passé à la plage, quoi. C'est tout. Il y avait des petites activités, tu pouvais faire du yoga, de la méditation, du surf, etc. Mais si tu voulais rien faire, c'est pas grave, tu faisais rien.
Et on était là, et voilà, pendant une journée entière, t'as le temps de bumper dans les gens et dire ah bah tiens attends, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu machin, ou rencontrer d'autres personnes. Je sais pas, il y a des gens que je trouvais hyper intimidants en ligne. Ça faisait 1 an que je me disais oh là là, cette personne, je sais pas, elle m'intimide et tout. Et en fait tu les rencontres en vrai, ils sont hyper sympas. Ouais. Et voilà, donc full remote avec quality time à côté. Je pense que c'est bien, et c'est très rapide, c'est très facile de le négliger, mais voilà. Comme tu disais, en plus, c'est difficile pour une entreprise ou pour n'importe quelle organisation de quantifier ce temps-là, et surtout, non seulement de le quantifier, mais surtout de quantifier le résultat que ça donne. Et c'est le problème, c'est toutes ces petites choses-là qui sont pas... voilà, ça va pas être un plus 1 sur une feuille ou un Excel où tu vas pouvoir dire ah bah oui, on voit le résultat. C'est très compliqué à justifier une entreprise, mais je pense que si tu demandes directement aux gens, tout le monde va te dire qu'ils pensent qu'il y a de la valeur ajoutée. Donc voilà, au bout d'un moment, écoutez ce dont les gens ont envie, c'est ça. Pas mal aussi, quoi. Pas toujours une mauvaise idée. Alors du coup on parlait de retraite, et du coup la deuxième partie de ma réflexion c'est justement ça vient de cette retraite. Donc la semaine dernière j'ai été à Lausanne pour une retraite engineering manager justement. Alors, on a passé 3 jours ensemble, on a fait des workshops avec des intervenants extrêmement bien qu'on va peut-être essayer d'avoir en invité dans le podcast, mais du coup hyper intéressant. Et puis voilà, on a fait des escape game et tout, et sinon globalement on a aussi passé pas mal de temps juste enfermé dans une salle de réunion devant un tableau blanc à se sortir les tripes du cerveau, quoi. Et à la fin on s'est dit mais c'est pas mal là ce qu'on vient de faire. et c'est vrai que du coup je trouve que en partant de ce constat là que ça arrive quand même pas souvent qu'on passe 4 heures dans une salle et qu'à la fin il y a un truc génial qui soit sorti. Et je trouve il y a deux façons, il y a 2 conclusions possibles. Tu vois, il y a soit il faut qu'on se voit plus souvent. Julien, ouais. 1 fois par mois tu viens à Lausanne. Pas super chaud. Je veux bien passer de temps en temps, mais pas super chaud. Et sinon, il y a une autre façon qui est un peu plus peut-être positive, un peu plus libertarienne, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut mieux émuler ça à distance finalement. Quelles sont les sensations? Tu vois, moi j'avais la sensation on était dans une salle et puis c'était vachement open, tu vois, genre on n'était pas, je trouve, quand t'es devant ta webcam t'es vraiment champ contre champ, quoi. Là c'était ouvert par rapport au bureau, par rapport au whiteboard. On était tous en arc de cercle autour du whiteboard. Ce qui capte l'attention, c'est le whiteboard, c'est pas les autres personnes. Et si je veux me lever pour me dégourdir les jambes et continuer à discuter, je peux le faire, etc. Alors, je trouve que quand t'es dans la webcam, t'as tendance à rester assis comme un con devant ta webcam, quoi. En plus là j'ai pas de standing desk en ce moment, c'est un peu la torture. Mais même, tu vois, et je sais pas, bref, en gros, je me suis dit que il faut reconstruire un peu toute cette communication verbale. Cette communication non verbale, pardon. Non verbale. Il faut reconstruire toute cette communication non verbale que tu as. Et ouais, donc je me pose des réflexions là-dessus. Encore une fois, je pense pas que ça veut dire qu'on peut faire des brainstorming que en présentiel. Mais du coup, je commence à réfléchir. Tu vois, peut-être est-ce qu'il faut pas qu'on ouvre un Miroboard systématiquement quand on fait une réunion en général, de façon à ce que tout le monde puisse chip in plutôt que ce soit une personne qui prend des notes. Ouais. Est-ce qu'on ne devrait pas toujours avoir un Miroboard ou au moins quelque chose où on force un peu tout le monde à être dessus? Est-ce que l'asynchrone, finalement, c'est pareil? Est-ce qu'il ne faut pas toujours plus d'asynchrone? Moi, je veux toujours plus d'asynchrone. C'est pas forcément toujours facile à faire. Est-ce qu'il faut s'autoriser à se lever, à faire des pauses, à rester actif, à se réénergiser? Voilà, ça me... plein d'idées, plein de réflexions là-dessus. Et... Je pense que spécifiquement le Miroboard, pour moi c'est vraiment le point. Enfin, maintenant c'est quasiment systématique. À chaque fois qu'on a une réunion, je le mets pas directement, mais j'ai toujours un draft de FigJam qui est disponible et à tout moment je balance le lien pour dire ok,
on met ça sur, on balancez vos idées ou mettons ça, voilà, pour un peu avoir de la matière à réfléchir et comme toujours, le simple fait de le mettre en visuel, ça aide énormément. Même si c'est des concepts assez simples pour la plupart des gens, juste voilà, mettre 4 carrés et 3 flèches pour expliquer comment un truc fonctionne, c'est beaucoup plus simple que juste l'expliquer à l'oral. Et donc c'est vrai que du coup le FigJam devient un outil que j'utilise beaucoup plus qu'avant en réunion pour justement aider les gens à visualiser les idées ou les choses dont on est en train de discuter. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, puis tu sais, je me disais, toi, quand tu fais une réunion, même à 3-4, même à 4-5, tu vois toujours ce que les gens font. Tu vois toujours, s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre des notes, s'il y a quelqu'un qui est sur son téléphone, s'il y a quelqu'un qui est en train de pioncer, s'il y a quelqu'un qui fait que te faire les 100 pas parce qu'il a envie d'aller aux toilettes. Tu vois tout ça, et je trouve derrière la webcam, tu le vois pas, et c'est quand même un peu. Je trouve un peu, on s'autorise même pas à le montrer, tu vois. Ouais. Donc j'essaie de réfléchir à comment créer plus d'ouverture là-dessus. Mais aussi, ouais, tu vois, on sait pas, peut-être parfois tu discutes un peu, je sais pas, il y a quelques heures, là, je faisais un refinement avec 2 collègues. Il y avait un développeur et un project manager, et moi. Et du coup, on discute, ok, alors du coup, le problème c'est ça, voilà comment essayer de le résoudre, est-ce que tu as des idées, est-ce que ça c'est compliqué, machin et tout. Et au bout de 10 minutes de réunion, je me dis, attends, qui prend des notes là? Et du coup, j'ai commencé à prendre des notes, mais en fait, je me suis rendu compte que il y en avait les 2 autres, ils prenaient des notes aussi chacun de leur côté, quoi. Et tu vois, c'est con si on avait commencé juste en ouvrant un document Word ou quoi que ce soit, ou un board Miro, quoi. À la fin, on aurait été sûr qu'il y avait un output commun et qu'on aurait pu le mettre ailleurs et tout. Au final, on a chacun pris des notes sur des plateformes différentes. Il y en a qui sont partagées, d'autres pas, tout ça. Et je sais pas, tu te rends même pas compte de ce que les gens font, de ce que les gens font pas. Et faut vraiment faire un effort conscient, quoi, pour changer cette culture-là, en avoir conscience et montrer l'exemple. C'est ça. Un autre problème aussi qu'on a, et d'ailleurs on l'a eu à Arthos, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait une règle à un moment pendant les meetings, c'était interdiction d'amener son PC dans la salle de réunion, sauf pour ceux qui prenaient des notes ou s'il y avait des choses à projeter ou à montrer sur le PC, si on faisait des démos ou des reviews, des choses comme ça. Mais je sais pas si tu te rappelles, parce que justement, ceux qui étaient un peu rush ou simplement ceux qui s'intéressaient pas trop ou qui voulaient volontairement, pour X raisons, pas participer à la réunion, se mettaient systématiquement à coder sur leur PC ou faire d'autres choses sur le PC. Et le problème, et ça j'ai eu pas avec un développeur principalement, ça m'a pris pas mal de temps parce que je lui ai dit, il me disait constamment qu'il avait du mal à comprendre le contexte et tout, et je lui demandais, mais dans les réunions, j'ai quand même l'impression que t'es pas à 100% dedans. Et il me dit, non, il dit justement parce que voilà, je vais coder un petit truc ou quelqu'un me pose une question et tout. Et du coup, maintenant, j'essaie vraiment, d'inciter principalement les ingénieurs parce que je sais que la tentation est grande parce que il y a toujours quelque chose à faire, toujours un problème à régler, toujours quelque chose à avancer sur le code. Et c'est hyper tentant, surtout sur des réunions de 2 heures où la personne va pas énormément participer, de se dire, je vais coder à côté. Et le problème, quand ça arrive, c'est que, surtout avec réunion où techniquement, il y a une dizaine de personnes, par exemple, dedans, mais en réalité, il y a que 2 ou 3 personnes qui sont activement en train de participer à la réunion. Et ça, c'est un des plus gros problèmes que j'ai. Une des solutions qu'on a eu déjà qui a aidé, c'est de demander fortement aux gens de mettre leur caméra. Comme ça, au moins, on voit où est portée l'attention, si vraiment les gens écoutent ou pas. Mais c'est vrai que ça reste, pour moi, un des plus gros problèmes du full remote, c'est les réunions. Je trouve qu'il n'y a pas une seule réunion qui est plus qualitative en ligne que en physique. Et malheureusement, c'est le seul point où là-dessus, j'arrive vraiment pas à me convaincre. J'ai tenté 1001 façons de faire. Il n'y a pas un seul moyen. Je trouve que les réunions en remote sont systématiquement moins bonnes que les réunions en physique. Et ça, c'est vraiment d'ailleurs, je pense que c'est pour moi le plus gros point qui me pousserait à retourner au bureau, pas pour travailler dans le bureau, mais uniquement pour avoir des réunions physiques. Donc, à nouveau, c'est pas vraiment le bureau, c'est le fait d'être physiquement dans une pièce et d'avoir aucun autre objectif que de faire en sorte que la réunion se passe le mieux possible et d'arriver à la solution le plus rapidement possible pour potentiellement arrêter la réunion plus tôt. Mais c'est vraiment, moi, c'est un des plus gros points. Mon plus gros point noir, d'ailleurs, pour le full remote, c'est les réunions en non présentiel. C'est ouais, mais est-ce que le problème finalement c'est pas les réunions en elles-mêmes, tu vois? Est-ce que tu vois, encore une fois, on essaie d'adapter les réunions à un mode de fonctionnement et un mode de travail qui les supporte pas? Est-ce que ça vaut le coup de continuer morticus à faire des réunions comme on nous a appris de faire, tu vois? Parce que finalement,
Les réunions, ça veut aussi dire qu'il faut que les personnes elles soient disponibles, et ça sur plus ou moins le même fuseau horaire, etc. C'est complètement anachronique par rapport à l'idée du full remote, justement. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de développer l'asynchrone. Quand je dis développer l'asynchrone, c'est pas que pour les réunions random ou que pour les status updates, c'est pour plus ou moins tout, quoi. Ok, les one-on-ones, tu vois, les one-on-ones c'est important, il y a du contact humain, etc. Mais bien, les one-on-ones c'est les réunions qui se passent le mieux. Parce que t'es face à la personne, voilà, t'avances, quoi. Il n'y en a pas un des deux qui va sortir son téléphone et glander à côté. Mais à côté, la plupart des brainstormings, etc., même les refinements, je suis convaincu que tout peut se faire en asynchrone. Et plus d'asynchrone, ça veut dire pas de problème de fuseau horaire. Ça peut dire si quelqu'un il est sur le même fuseau horaire que toi mais il veut travailler la nuit, il peut, quoi. Oui. Ça veut dire, tu vois, ça ouvre toutes les possibilités. Et les gens ils gueulent tout le temps parce qu'ils font trop de réunions, et en plus le plupart du temps c'est les gens qui sont pas spécialement hyper engagés dans les réunions, donc en plus ils sont sans arrêt à des réunions dans lesquelles s'ils étaient pas là ça changerait rien. Déjà, prenez des notes dès les réunions. Enfin, moi une règle de base c'est si tu n'as rien à ajouter dans une réunion, de toute façon, il y aura des notes qui seront prises. Donc, oui. Ne t'impose pas ça à toi-même. N'impose pas ça aux autres. Ne viens pas. Surtout. Et juste lis les notes ou regarde le replay si on l'enregistre et basta, quoi. C'est bon. C'est pas... Donc, ça, c'est un peu la règle de base. Mais en général, moi, j'essaie de pousser pour toujours plus de synchrone. Et je pense qu'on pourra pas... Une entreprise peut pas être full remote et tirer le maximum de ça sans vraiment faire de la synchrone au maximum, quoi. C'est vraiment chaque réunion, est-ce qu'elle peut être évitée, quoi. Et après les gens ils s'organisent comme ils veulent, quoi. Il faut juste après trouver un système intelligent pour que tout avance de chaque côté, quoi. Il y a toujours une expérience que j'aimerais bien faire un jour qui me taraude, mais c'est d'essayer de faire une semaine sans aucune réunion. C'est-à-dire de partir du principe qu'on ne peut pas faire de réunion et le maximum que tu puisses faire, c'est juste appeler quelqu'un directement. C'est-à-dire le maximum de personnes qu'il y aura dans une réunion, ce sera 2 personnes pendant une semaine. Et bon, là pour le coup, ça marcherait pas trop parce qu'on a beaucoup de changements et donc il faut qu'on communique énormément avec beaucoup de monde. Il y a souvent beaucoup de questions, donc on a besoin. Mais je dis pas non dans quelques mois d'essayer quand ce sera un peu plus, on va dire, réglé et fine-tuned, d'essayer de faire ça parce que je pense que de s'y forcer, de s'y contraindre pendant une semaine, ça peut avoir des retours intéressants. Donc, ouais, c'est clair, au moins tu te forces un peu à t'adapter, quoi. C'est ça. Et un truc, encore une fois, que je prends beaucoup de GitLab, c'est le asynchrone, synchrone, asynchrone, quoi. C'est toujours commencer en asynchrone et toujours commencer en asynchrone. Ensuite, au bout d'un moment, si tu creuses le sujet et que tu vois qu'il y a trop de messages Slack ou il y a trop de commentaires sur un document, etc., ou tu vois que le débit, le débit est trop élevé, ou alors, en tout cas, le débit auquel vous êtes capable d'avancer est un peu limité par la synchronicité. Et ben là, paf, petite réunion, en 10 minutes, c'est plié, on a résolu tous les cas qui étaient ouverts, et ensuite on repart sur de la synchrone. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien, quoi. J'essaie de le pousser au maximum, mais ça marche bien. Et en fait, ce que ça m'inspire, c'est pas si nouveau que ça s'appelle juste préparer des réunions, en fait, hein. C'est ça. Parce que le problème des réunions, qu'elles soient en remote ou pas, c'est que personne ne les prépare. Et du coup, tout le monde arrive, et déjà, tu passes les 10 premières minutes à expliquer aux gens pourquoi ils sont là. Et ensuite, ça part dans tous les sens. Pour peu que tu recommences à discuter les décisions qui ont été prises à la réunion d'après, à la fin, t'as rien sorti. Et c'est pas de la faute du full remote, hein, c'est de la faute de comment c'est foutu. C'est la faute de la réunion. Donc pour moi, le principe de asynchrone, synchrone, asynchrone, c'est pas, ça s'appelle juste préparer la réunion et ensuite continuer à avancer dessus, chacun de son côté, quoi. Donc encore une fois, je trouve que c'est pas non plus pas si sorcier que ça, quoi. Et effectivement, ça demande un peu de discipline. Mais bon, de toute façon, tu peux pas avoir une organisation hyper efficace sans un peu de discipline, quoi.
C'est ça. C'est pour ça que nous, un des retours qu'on a fait au niveau des meetings des squads, c'est qu'on a demandé à avoir un agenda, donc en gros un ordre du jour. Du coup, donc des points qui vont être discutés et aussi les actions. Donc en fait, à chaque fin de réunion, donc on écrit en fait un petit, des notes de ce qui s'est passé. On écrit du coup les actions qui doivent être faites pour la prochaine réunion. Et à la prochaine réunion, les deux choses qu'on a, du coup, c'est l'ordre du jour avec les actions qui normalement doivent être faites de par ce qui a été décidé à la dernière réunion. Donc du coup, au début de la réunion, ça nous permet de revenir sur les points qui doivent avoir été faits pour vérifier qu'ils ont été faits. Et ensuite, on dépile l'ordre du jour. Et ça permet justement aux gens, en regardant l'ordre du jour, s'ils se rendent compte qu'ils ont vraiment rien à contribuer, ils peuvent du coup juste zapper le meeting parce qu'ils se disent ok, ce coup-ci, pas besoin de moi. J'ai rien à amener sur ce point précis. Je vais utiliser mon heure pour faire autre chose, quoi. Donc, oui, encourager les gens à ne pas venir en réunion, c'est assez sain. Moi, c'est pareil, j'ai une règle, je n'accepte pas de réunion s'il n'y a pas de description. C'est aussi simple que ça. Serais-tu en train de dire que si tu dis aux gens de ne pas venir dans les réunions, tu es en train en fait d'appliquer le principe qu'on a expliqué plus tôt, qui est de maximiser le travail qu'on ne fait pas? Exactement. Plutôt que de créer du bruit, autant rien faire. Exactement. Cool. Ouais, voilà, on a bien épilogué dans tous les sens sur le full remote ou pas. Et du coup, vous l'aurez compris, c'était un peu un piège. Tu vois, finalement, on commence à faire du putaclic tous les deux aussi. Exactement, j'allais le dire. Putaclic, c'est exactement le mot que je cherchais. C'est exactement ça. Effectivement, toujours fervent défenseur du remote, que ce soit un peu ou beaucoup. Mais au moins, ça nous pousse à pousser des vraies réflexions, à se poser les bonnes questions. C'est ça. Et de toute façon, après, là, nous, on a discuté du coup des problématiques qu'on retrouvait, puis faire un peu le pour et le contre. Mais voilà, faut pas se leurrer. Tous les sondages qui ont été faits jusqu'à maintenant au niveau des gens, s'ils préfèrent travailler chez eux ou au bureau, il y a une majorité flagrante qui est du coup chez eux. Et les statistiques ont été faites au niveau du bonheur, ou je sais plus comment on appelle ça, la satisfaction au travail, est toujours plus haute chez les personnes qui sont en remote que les personnes qui sont en physique. Donc, voilà. Oui, de toute façon, avec ce que je disais, quand on voit le nombre de gens qui partent à chaque fois qu'une boîte instaure un retour au travail, un retour dans les bureaux obligatoire, je vous cache pas que moi, maintenant, ça fait partie de ma stratégie de recrutement. Je regarde je chasse un peu les entreprises. Dès qu'il y en a une qui dit retour au travail obligatoire, ok. Let's go. Cool. Alors, outil de l'épisode. Voilà, outil de l'épisode, Pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça a été pendant un petit moment un potentiel concurrent à nous, avec DevCan. Alors, Kanbanize. Donc, c'est... je pense que ça... je serais pas étonné si c'est le plus connu des boards Kanban. Alors, à exception de Jira, mais je ne considérerai jamais Jira comme étant des bonnes Kanban. Ça y ressemble. Ça a l'odeur, ça a la couleur, mais c'est de la merde. Voilà, je le dis ouvertement. Ce n'est pas fait pour une chose très simple qui va vous faire très vite réaliser pourquoi Jira n'est pas fait pour être utilisé avec la méthodologie Kanban. C'est que Jira n'est pas capable de calculer le temps passé d'une tâche, d'une colonne à une autre. Alors ça, je crois qu'il peut le faire, mais Jira n'est pas capable de considérer une colonne comme étant une colonne active ou une colonne passive. Et donc, rien que ça, déjà, vous allez avoir... vous allez vous arracher les cheveux pour en tirer les métriques. Donc c'est pour ça qu'en fait au boulot, quand on a fait le changement du coup de Scrum à Kanban, on est passé de Jira à Kanbanize. Au niveau, donc, c'est pas le plus sexy au niveau de la vue, c'est pas le plus simple au niveau de la configuration, mais c'est celui qui va vous donner le plus d'outils pour réussir à mettre en place Kanban. Et je parle pas juste de faire un beau board. Quand on parle des métriques, de l'analyse, des colonnes actives, des colonnes passives, des whips, des flows, il y a énormément de choses qui sont faites pour vraiment vous donner tous les outils pour faire un Kanban board et surtout pour aller, non pas donc juste la partie visualisation, mais vraiment, par exemple, dans la partie des données, les
statistiques qui sont données sont vraiment bien faites. On peut traquer une tâche, enfin un work item du coup, vraiment s'il a été en avant, s'il a reculé, s'il a été bloqué, s'il a été stoppé, s'il était en actif, passif, actif ou queue colonne. Voilà, c'est vraiment poussé. Et donc pour toute personne qui penserait faire du Kanban et qui hésite sur quel outil commencer avec, si vous êtes prêt à mettre un petit peu de sous, Kanbanize est vraiment un bon outil. Ça fait maintenant plus de 3 mois qu'on l'utilise. Ça coûte un petit peu cher et c'est surtout ça qui est un peu dommage, c'est que voilà, vous allez payer en fait je sais plus combien de dollars, je crois que c'est 25 ou 30 dollars pour 10 règles d'automatisation, et le truc c'est que ça va très très vite pour les mettre. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils font d'ailleurs le plus d'argent, c'est pas au nombre de sites, au nombre de sièges, enfin ou d'utilisateurs vendus, mais au niveau du nombre d'automatisation rajouté par-dessus. Donc voilà, bon c'est juste le petit point. À nouveau, je peux que les recommander parce que même nous quand on a fait la transition, ils nous ont donné une trentaine de sièges gratuits pendant 2 mois pour vraiment pouvoir tester si ça nous aidait comme solution. On a aussi eu évidemment des gens qui étaient là pour nous aider à mettre en place, à comprendre vraiment comment fonctionnait l'outil. Donc voilà, à défaut de vous recommander DevCan, je vous recommande Kanbanize, et parce que voilà, je ne recommanderais pas Jira, enfin du moins pas pour du Kanban. Pour du Kanban, je recommanderais, je pense, jamais Jira, à moins qu'il fasse une mise à jour majeure. Mais Kanbanize, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ou des choses comme ça, mais j'y répondrai avec plaisir. Ça fait même un peu plus, ça fait 3-4 mois qu'on est dessus. Mais voilà, essayez. Ils ont évidemment une version gratuite d'essai, donc voilà. Mais si vous pensez faire du Kanban et que vous hésitez avec Jira, déjà n'hésitez pas. Mais si vous hésitez avec d'autres outils, n'hésitez pas à y jeter un œil. On a fait un peu le tour de ce qui était disponible et ça a été celui sur lequel on s'est arrêté parce que voilà, c'est celui qui avait le plus de, on va dire, de puissance. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a pris. Et à nouveau, c'est pas le plus simple, mais c'est celui qui vous permet de faire le plus de choses. Donc voilà. À quel point est-ce que tu peux l'intégrer avec d'autres solutions Alors, c'est là où je trouve qu'ils ont été malins. C'est que donc ça s'intègre avec GitHub, ce qui est déjà très bien pour les ingénieurs. Mais surtout, c'est qu'en fait, ils ont une intégration directement avec IFFT. Non, IFT, non, c'est lequel? If this, then do this. IFTTT. C'est ça, IFTTT. Et du coup, en fait, avec ça, de facto, tu peux l'intégrer avec tout, absolument tout. Voilà. IFTTT qui est passé payant il y a quelques années, non? J'ai un doute. Ah, peut-être que je me Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une version à minima gratuite, mais alors, ils ont une version gratuite où tu peux avoir 5 applets. 5 applets, c'est ça. Ah ouais, donc si tu prends notre exemple, tu mets du coup Kanbanize, Slack, GitHub est déjà géré, donc je le rajoute pas. Jira, parce qu'on a toujours des ops qui sont dessus. J'ai envie de dire, une fois que tu as Slack, Jira, GitHub, mais qui est déjà intégré de base. Mettons, si jamais c'est pas GitHub, ce sera n'importe quel autre. Ça fait 3, 4, 5 si tu as un CRM peut-être. Mais même avec la version gratuite, je pense que tu peux déjà faire beaucoup de choses. Donc, et puis s'il faut payer 4 pounds par mois pour avoir 20 applets, je pense que ça reste worse. Donc, Oui, par rapport au prix de Kanbanize, c'est exactement. La réflexion que je voulais faire, mais tu m'as coupé la chic, c'est que c'est quand même pas donné. Hein. C'est vraiment pas donné, non. Alors, si seulement DevCan était là. Ah oui. Ah, si seulement. Ah, ça viendra. Cool. Alors moi, mon outil d'épisode, c'est OBS Studio. Alors, tiens. Quand est-ce qu'on sera sur Twitch d'ailleurs, Pierre? Non, ça, en plus, je commence à discuter un peu avec d'autres gens qui font d'autres podcasts pour revenir en tant qu'intervenant, et notamment des podcasts qui se streament sur Twitch. Et donc, du coup, je vais peut-être pouvoir faire mes premières armes, et qui sait, un jour, on enregistrera peut-être en direct sur Twitch. On pourra voir ton magnifique décor. Nice. Enfin, on devient des streamers. Ah oui. À nous, la YouTube Money.
Bref, du coup, avant ça, je me fais un petit peu la main parce que justement, quand je suis rentré chez moi de Lausanne et que je me suis dit comment est-ce qu'on peut émuler quand même un petit peu mieux ce non-verbal à distance, je me suis dit attends, mais la webcam, alors la webcam c'est pareil, tu parlais de la webcam, nous c'est obligatoire, à moins que vraiment que ce soit un cas très particulier. C'est webcam obligatoire et du coup je me suis dit mais la webcam c'est quand même vachement sous-exploité quoi. Est-ce qu'on peut pas l'utiliser, est-ce qu'on peut pas rajouter, tu vois, un peu comme un HUD dans un jeu vidéo, tu vois, quand tu joues à un jeu vidéo il n'y a pas que le personnage, t'as tes points de vie, t'as ton expérience, t'as tes outils, etc. Tu peux rajouter plein de choses. Du coup je me suis dit mais attends, mais il y a bien avoir moyen de rajouter. Et du coup j'ai plongé dans le monde incroyable d'OBS Studio. Donc pour ceux qui ne savent pas, OBS Studio c'est un logiciel open source qui est utilisé par la plupart des streamers parce qu'en gros ça permet de prendre de créer des scènes et du coup pour chaque scène tu peux rajouter des sources que tu veux, donc ça peut être ta webcam, ça peut être une vidéo, ça peut être une fenêtre, que sais-je, des images, et tu peux faire ta petite composition comme ça et ensuite le sortir en flux vidéo pour l'enregistrer, le streamer, etc. Et du coup, un truc super simple que j'ai fait lundi matin, c'est que j'ai mis en entrée ma webcam, toute la taille de la scène, et qu'ensuite j'ai rajouté des petits trucs. Du coup, je me suis rajouté des petits points de vie au-dessus de la tête, comme j'ai 5 petits cœurs à la Zelda, et du coup, avec un habile système de calque, et du coup, tu peux en cacher autant que tu veux, ce qui fait que en 3 clics, je peux changer le nombre de cœurs que je suis de la tête. Et du coup, comme ça, j'essaie un peu de faire de la communication non verbale numérique. J'essaie de montrer quel est un peu mon niveau d'énergie actuel, quoi. Et tu vois, par exemple, typiquement en début de semaine j'étais un petit peu assommé de mes pérégrinations l'alcool françaises aussi. Et bref, et du coup, parfois, tu vois, tu sens que ton niveau d'énergie il baisse, et puis et c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, tu l'acknowledge, et plutôt que d'arriver dans un meeting et de faire la gueule, tu mets 2 cœurs, et les gens ils arrivent, ils disent ouh, toi, je vais te laisser tranquille. et à l'inverse, tu vois, ce matin, j'avais des one-on-one, ça m'a pumpé de ouf. J'ai passé du bon moment et tout, j'ai échangé des bons moments avec des gens et tout. J'ai vu que les gens ils avaient la niaque, ça tapait, ça envoyait, et ça m'a donné la pêche, quoi. C'était hyper contagieux, et du coup tout j'ai mis à 5 heures, et tous mes meetings, je te jure, tous mes meetings de l'après-midi, tout le monde m'a dit waouh, c'est la première fois que je te vois avec 5 heures et tout, c'est trop bien. Et du coup ça se partage avec les autres aussi, quoi. Et du coup c'est assez marrant, donc je vais continuer à expérimenter avec ça. Mais rien que le truc des petits cœurs, c'est assez cool. Et, je sais pas, je peux imaginer un countdown, c'est pour faire du time tracking pendant les réunions. Ça peut être, je sais pas, il peut y avoir 1000 et une façons de faire ça. Et ce qui est cool aussi, c'est que quand je suis dans une réunion et que je vais aller aux toilettes, plutôt que de couper ma webcam et de me barrer et que tout le monde se dise oh là, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a perdu sa connexion, machin et tout, et maintenant je change de scène, et j'ai une scène qui met We'll be back soon, avec un petit néon et tout, et du coup là tu vois, self-explanatory, tu vois, pas besoin d'interrompre la réunion pour dire que tu vas pisser, et en même temps le message est clair, quoi. Et du coup je vais continuer aussi à expérimenter un peu avec tout ça, donc voilà, OBS Studio, c'est hyper simple à prendre en main. Il y a des millions de tutos, parce que il y a des millions de gens qui font des streams tous les jours sur Twitch, et voilà, ils n'ont pas tous un doctorat en réalisation d'émissions en direct. Donc non, franchement, c'est en 3 clics, ça se prend en main. Si vous voulez que je vous fasse un export de ma configuration, je vous envoie le fichier et contactez-moi. Mais je vous encourage à jouer un petit peu avec. Hâte de voir ça. J'ai plein d'idées, mais je sais pas à quel point c'est chiant à faire, donc on verra bien. Ouais, t'as pas de chance, j'aurais pu te montrer en plus, mais du coup je l'ai configuré sur mon ordi de boulot et j'ai pas eu la foi de refaire le setup pour ce soir, mais je te montrerai ça avec plaisir. Nice. En attendant, on va conclure cette émission, on espère qu'elle vous aura plu. Le mois prochain, en théorie, on aura un ou une invitée pour nous parler de un peu plus d'agilité.
En attendant, Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Internet, il n'y en a pas deux avec un nom pareil, donc Pierre fait référent avec un tiret. Et un D, pas un T. Oula, où est-ce que j'ai mis un T ? Alors, je crois que j'ai un bouquin qui s'appelle Oh, I Planned My Wedding with Scrum de Julien Deray. Quoi ? Quand je regarde dans les acknowledgements, j'ai mis un T. Je me rends compte que je suis Pierre Ferré-Ferrante et pas merde. Pierre Ferré-Ferrant. Tu sais quoi ? J'ai regardé ma fiche de contact et effectivement, je pensais que c'était ma source de... ma source of truth, ma source de vérité. Et en fait... Mensonge. Oh, bûcher. En fait, mensonge. Non, sinon, blague à part, non, sur Internet, vous allez me trouver, que ce soit sur surtout LinkedIn ou GitHub. Ouais. Et toi, Julien ? Eh bien, moi, vous pouvez retrouver ma version mise à jour de mon livre sur Amazon et sur sur Amazon. Et puis, voilà, sur julien.deray.fr, vous pouvez trouver tous mes liens, mes projets, etc., etc. Merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur les plateformes, dans les internets. Et voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des feedbacks, etc. On est très friands de feedback et de retour. Et en attendant, on vous retrouve le mois prochain pour une folle discussion sur l'agilité. Salut Pierre. Salut Julien, salut Internet.